Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire offert par l'équipe de santé et sécurité du travail de la PCHQ concernant la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Alors, aujourd'hui, petit webinaire d'une durée de 45 minutes environ, lequel sera suivi d'une période de questions. Alors, je vous invite tout au cours du webinaire, si vous avez des questions, à les écrire dans le clavardage. J'ai une équipe avec moi qui pourra gérer les questions et nous les poser à la toute fin. Si ce sont des questions un petit peu plus spécifiques, cependant, à des cas particuliers, on aura la chance de vous répondre, mais de manière par écrit à la fin là, du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, on va tous vous répondre. Pour la rencontre aujourd'hui, je suis accompagnée de deux de mes collègues, M. Stéphane Paré, directeur en prévention, et M. Dominique Veillette, directeur gestion et indemnisation. Et je me présente, désolée, j'ai oublié, Mylène Turcotte-Bureau, directrice des affaires juridiques, division SST à la PCHQ. Alors, comme le titre le mentionne aujourd'hui, on va vous brosser un portrait relativement succinct de la loi modifiant le régime de santé et sécurité du travail. Donc, ce ne se veut qu'un survol. Vous comprendrez pourquoi lorsqu'on vous présentera le sujet. Mais soyez sans crainte, tout au cours de l'année qui va suivre, également les autres, 2023 par exemple, il y a d'autres modifications qui seront apportées à la loi. On sera en mesure de continuer à vous informer par l'entremise de webinaires ou encore de publications plus spécifiques sur le sujet. Donc, sans plus attendre, en fait, vous voyez à l'écran, excusez-moi, les thèmes abordés. Donc, on va débuter par une courte mise en contexte. On verra deux nouveautés au niveau de la loi, au-delà de la sphère du travail et de l'établissement. On poursuivra par la prévention, la réparation, et tout au long de la présentation, aujourd'hui, on vous parlera des moments où certains aspects rentreront en vigueur. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à M. Dominique Veillette pour la mise en contexte. Merci Mylène. Ce qu'il faut savoir concernant, mettre en contexte la loi actuelle qui a été adoptée à la fin du mois de septembre dernier, c'est que les lois n'avaient pas changé depuis 1979 en ce qui concerne la loi sur la loi santé et sécurité du travail et depuis 1985 concernant la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, ça faisait vraiment plusieurs décennies qu'il n'y avait pas eu de réforme ou de changements majeurs qui venaient affecter la vie des travailleurs et des employeurs concernant le régime de santé et sécurité du travail. Et c'est à la même époque que la CSST a été implantée. Avant, c'était la Commission des accidents de travail. C'est devenu la CSST et depuis quelques années, c'est la CNESST au niveau du nom de la Commission. L'intention du législateur dans ces années-là, c'était simple et les intentions demeurent. Donc, c'était un aspect de paritarisme, donc partenariat entre les travailleurs et les employeurs pour non seulement la mise en application du régime, mais concernant aussi la gouvernance de la commission. C'est encore en vigueur. À l'époque, c'était quand même relativement d'avant-garde. Il y avait les pays scandinaves qui avaient justement un régime paritaire au niveau santé et sécurité du travail. Donc, on était vraiment dans le courant majoritaire de l'époque dans ces années-là. Et c'était aussi par l'implantation de certaines mesures sociales au niveau de la santé et sécurité du travail. On peut penser, par exemple, au programme de maternité sans danger et ce genre de mesures, justement, sociales en santé et sécurité du travail qui perdurent encore maintenant. Donc, comme j'ai mentionné, ça faisait plusieurs décennies que les lois n'avaient pas été grandement modifiées. Le ministre Boulay a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'amener une certaine forme de modernisation. Est-ce que le qualificatif modernisation est vraiment applicable? Je vous laisse le soin d'en juger. Mais toutefois, le ministre avait des intentions de base très, très claires. C'était la réduction du nombre de réclamations, donc ce qu'on peut appeler la réduction de la fréquence des accidents et des maladies professionnelles dans le régime. Une réduction de la durée des réclamations, donc de faire en sorte que chacune des réclamations soit moins longue, qu'il y ait plus de personnes qui retournent rapidement au travail. L'amélioration de l'efficacité du régime au niveau opérationnel, donc que la machine soit bien huilée, que tout le monde puisse exercer ses droits et ses obligations le plus efficacement possible et de répondre aux deux clientèles majoritaires de la CNSST, donc les travailleurs et les employeurs. Et ultimement, une réduction des coûts du régime et une main-d'œuvre en santé.
On verra au fil des années à savoir si les objectifs seront atteints. Il y a certaines parties prenantes qui jugent que les mesures qui sont implantées ne répondront pas aux objectifs. D'autres personnes pensent que oui. On verra au fil du temps ce qu'il y en est à cet égard. Concernant l'historique des consultations, le dépôt du projet de loi a eu lieu fin octobre 2020. Donc, toute la période de l'automne 2020 a servi aux différentes parties prenantes, que ce soit syndicales, patronales, associatives, d'analyser le projet de loi et d'amorcer la réflexion concernant la rédaction de mémoires. Les mémoires ont été déposées début janvier 2021 et les consultations particulières en commission parlementaire ont lieu du 19 janvier au 22 janvier 2021. Donc, il y a quelques dizaines d'organismes ou de particuliers qui ont pu faire valoir leur point de vue en commission parlementaire directement auprès du ministre. Par la suite, après les consultations particulières, il y a eu l'étude détaillée, article par article du projet de loi 59. Cette analyse exhaustive-là a eu lieu du 9 mars 2021 au 23 septembre 2021 et la loi 59 a été adoptée le 30 septembre dernier. Donc, c'est vraiment très récent et on sent l'enthousiasme ou du moins l'intérêt des gens aux modifications législatives pour pouvoir bien orienter vos interventions futures concernant vos droits et obligations. On peut en tirer quelques constats généraux à l'analyse justement des modifications législatives qui ont eu lieu. Le premier constat, c'est que la CNSST s'octroie des pouvoirs supplémentaires dans les lois. Donc, elle avait déjà usage de certaines pratiques, mais qui étaient orientées par ses politiques internes de fonctionnement à la Commission. On peut parler, par exemple, de la réadaptation avant consolidation. La CNSST le faisait parfois, mais cette pratique-là a été incluse dans la loi maintenant pour lui donner une force légale. On vous présente un webinaire en fonction de ce qu'on connaît, mais il y a plusieurs éléments qu'on ne connaît pas encore. Donc, plusieurs précisions seront incluses dans des règlements à venir. Donc, par exemple, l'annexe des maladies professionnelles va être incluse dans des règlements à venir. Donc, on ne connaît pas encore la teneur. Donc, c'est difficile pour nous de nous dire un peu les tenants aboutissants des modifications à venir. L'avantage que la CNSST en prend, c'est que c'est moins onéreux de changer un règlement que de réouvrir la loi pour apporter des modifications. Donc, elle a multiplié le nombre de règlements pour probablement faciliter l'administration du régime. Pour certains éléments, la CNSST, la loi s'est collée sur la jurisprudence. Mylène va en parler tout à l'heure concernant les obligations d'accommodement, ce qui est un exemple très concret. La loi demeure à caractère social et je vous dirais même qu'elle demeure encore plus sociale qu'elle l'était avant. Encore là, Mylène va pouvoir vous en parler dans quelques minutes. Il y a malheureusement, peu de recommandations patronales n'ont été retenues. Les mémoires ont été déposées, les mémoires étaient cohérentes et très bien étoffées. On ne peut pas dire qu'il y a eu une avancée concernant les recommandations patronales dans la loi 59. Il y a des bonnes choses qui ont été amenées, mais il y a plusieurs points qui auraient pu être adoptés, qui auraient été en faveur, qui auraient été très bonnes pour les employeurs à cet égard-là. Donc, la loi 59 ne fait pas consensus autant d'un point de vue patronal et syndical. Probablement que le ministre s'en réjouit du fait que l'équilibre du régime va se faire par les oppositions des deux parties. Donc, on verra en temps et lieu ce qui arrive concernant ce non-consensus-là. Merci, Dominique. Alors, je continue, avec deux aspects qui ont fait leur apparition au niveau de la santé et sécurité du travail par la loi. Et c'est d'application immédiate. Donc, depuis le 6 octobre 2021, ces deux mentions ont fait leur apparition et ça vient toucher un peu l'aspect de la vie privée. La première étant la violence physique, psychologique ou encore conjugale. Donc, c'est un ajout à l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail au paragraphe 16 où il sera indiqué que l'employeur doit assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux du travail à une situation de violence sexuelle, mais également, ça vient s'ajouter en fait à la violence physique et ou psychologique qui était déjà là connue. Donc, ça va inclure également la violence conjugale ou familiale.
Donc, l'employeur devra prendre des mesures si de telles situations surviennent alors que le travailleur est sur les lieux du travail. Certain, on ne rentrera pas dans la vie privée du travailleur lorsqu'il est à la maison, mais la question que je me pose, c'est les travailleurs qui sont en télétravail, qu'en adviendra-t-il? Parce que il y a une transposition, en fait, du lieu du travail vers le domicile du travailleur qui est en télétravail. Donc, c'est la première mention. Notons également que la loi prévoit, au niveau de l'obligation qui concerne la violence physique, psychologique ou conjugale, une présomption. Donc, l'employeur devra prendre des mesures lorsqu'il sait ou devrait raisonnablement savoir qu'il y a une situation de violence qui a lieu. Donc, la jurisprudence qui s'ensuivra sera certainement très intéressante à suivre. Le deuxième aspect qui touche également toujours l'aspect personnel privé du travailleur, c'est le télétravail. On le sait avec l'ampleur du télétravail par la pandémie qu'on vit toujours au jour le jour. Il y a eu une intention du ministre, du législateur d'inclure explicitement la question du télétravail et que la loi sur la santé et sécurité du travail s'applique aux travailleurs en télétravail, sous réserve, évidemment, des dispositions qui seraient inconciliables. Donc, on peut penser à l'article 51, qui sont des obligations des employeurs, notamment de s'assurer que le poste est aménagé et sécuritaire pour protéger la santé et sécurité de son travailleur. D'informer le travailleur qui est en télétravail, à qui doit-il se référer, quel est le personnel en charge des questions de santé et sécurité au travail. Par exemple, d'avoir également du matériel sécuritaire et d'assurer son maintien. Ce sera des obligations qui appartiennent à l'employeur, mais qu'on va transposer vers le télétravail, mais également l'obligation de l'employeur d'informer ses travailleurs des risques qui sont reliés au poste qu'il effectue à la maison. Donc, les risques ergonomiques notamment, pour éviter le développement de lésions musculo-squelettiques, serait une transposition là, des articles qu'on connaît maintenant, mais aux télétravailleurs. Le tout, évidemment, devra être fait en respect des obligations de la vie privée. Donc, étant donné que c'est un lieu qui est protégé, quand même, ça devra respecter le tout. Et les visites, par exemple, d'un inspecteur au domicile du télétravailleur seront limitées là, avec un consentement obligatoire à être donné. Donc, sur ce, je passe le tout à Stéphane. Merci, Mylène. Donc, au niveau de la prévention, grosso modo, les objectifs du ministre, il l'avait dit dès le départ, c'était d'élargir le plus possible les mécanismes de prévention à un plus grand nombre d'employeurs. Évidemment, là, aujourd'hui, je vais mettre un peu plus d'emphase sur la construction. Donc, premièrement, au niveau de la prévention, l'objet de la loi ne change pas. Donc, comme employeur, l'obligation de viser l'élimination à la source même des dangers demeure. Donc, grosso modo, là, de gérer les risques qui sont présents sur un chantier de construction vont demeurer. La loi fait toujours la distinction entre un chantier de construction et un établissement. Bon, peut-être qu'il y a des membres qui ont autant des chantiers de construction que des établissements. Donc, on va voir qu'au cours des prochaines années, il va y avoir là, une entrée en vigueur qui va être différée dans le temps. Donc, si je prends en premier lieu les chantiers de construction, d'ici janvier 2023, vous continuez de mettre en application les obligations là, que vous avez déjà actuellement, que ce soit par rapport au programme de prévention ou au comité de chantier. Mais à partir de janvier 2023, il va y avoir l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi en santé et sécurité au travail. Donc, premièrement, un programme de prévention spécifique au chantier. Donc, dès qu'un chantier occupe simultanément, exemple 10 travailleurs et plus, on va devoir mettre en place un programme de prévention. Ça ressemble beaucoup à ce qui est actuellement. Mais évidemment, à partir de janvier 2023, le programme de prévention va devoir tenir compte des risques psychosociaux. Donc, comme Mylène a dit tantôt,
on va organiser d'autres webinaires pour aller plus en profondeur dans des sujets comme ça. Puis c'est sûr que comme membre de l'APCHQ, on va s'assurer de mettre à jour avec l'équipe de prévention nos programmes pour tenir compte là, des risques psychosociaux dans nos programmes de prévention. Et le programme de prévention va aussi devoir tenir compte là, des programmes de santé. Le gros changement à partir de janvier 2023, c'est la présence ou l'arrivée, si vous voulez, sur les chantiers du représentant en santé et sécurité au travail. Donc, dès qu'un chantier va occuper simultanément 10 travailleurs et plus, on va devoir désigner au début du chantier un représentant. Donc, les travailleurs vont nommer un représentant ou l'association accréditée qui a le plus de travailleurs sur le chantier va nommer un représentant. Et dans la loi, bien là, le représentant va collaborer avec l'employeur pour identifier les risques, faire des inspections, participer aux enquêtes. Encore là, dans des webinaires futurs, on pourra aller plus en profondeur dans les rôles et les fonctions. Puis évidemment, comme Dominique l'a dit tantôt, il va y avoir la mise en vigueur du règlement sur les mécanismes de prévention qui va venir préciser, parce que les acteurs vont devoir avoir des formations avec des contenus spécifiques, puis ça va être expliqué là, dans le règlement sur les mécanismes de prévention. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le représentant va être à temps partiel là, dès qu'il y a 10 travailleurs jusqu'à 99 travailleurs. Et sur les chantiers de 100 travailleurs et plus, ou si la valeur du chantier excède 12 millions de dollars, donc de 8, on passe à 12, bien là, le représentant de la santé et sécurité va exercer son rôle de représentant à temps plein, donc sur les chantiers de plus grande envergure. Ensuite de ça, en janvier 2023, il y a le coordonnateur en santé et sécurité, qui est une nouvelle notion. Dans le fond, le coordonnateur en santé et sécurité remplace ce qu'on appelle actuellement l'agent de sécurité. Donc, le coordonnateur, lui aussi, va devoir avoir une formation qui va être probablement pas mal équivalente à ce que l'agent de sécurité a actuellement. En plus, on devrait reconnaître la formation de l'agent de sécurité, donc comme coordonnateur en santé et sécurité. Le coordonnateur, comme je disais tantôt, lui aussi, c'est à partir sur les chantiers de 100 travailleurs et plus ou d'une valeur qui excède 12 millions de dollars. Et ce qu'il faut noter, c'est que le coordonnateur, au sens de la loi, va être un représentant de l'employeur qui va, encore là, participer à l'élaboration du programme de prévention, s'assurer de la santé et sécurité sur les chantiers. Et encore là, on va organiser des webinaires pour préciser les rôles, les fonctions du coordonnateur en santé et sécurité en temps et lieu. Au niveau du comité de chantier, bien, le comité de chantier va devoir être implanté sur les chantiers de 20 travailleurs et plus. Donc, dès qu'il y a 20 travailleurs et plus de la construction là, sur un chantier, il va devoir avoir un comité de chantier qui va être mis en place. Encore là, les modalités vont entrer en vigueur en 2023. Puis je vous invite à aller voir, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de détails là. Sur le site, on va vous mettre le lien là, sur le site de la CNESST. Ils ont fait un lien qui s'appelle Loi modernisation, le régime de la santé et sécurité. Et pour chacun par date de mise en vigueur, vous avez accès aux détails de ce que je vous dis. Je vous imagine en train d'essayer de prendre des notes, là. Donc, ce n'est pas nécessaire. Tout ce que je vous dis est bien détaillé sur le site de la CNESST. Et comme Mylène a dit tantôt, on pourra aussi répondre là, à vos questions là, si vous en avez. Puis, je vous invite aussi à continuer d'en mettre dans le chat si vous en avez. Donc, grosso modo, pour chantier de construction, si je résume, on continue de faire ce qu'on a à faire d'ici janvier 2023. Donc, continue de mettre en application vos programmes de prévention et on se prépare au 1er janvier 2023 à implanter les nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur. Pour ceux qui ont des établissements, il y a un régime transitoire d'ici la mise en vigueur du nouveau règlement sur les mécanismes de prévention et sur les mécanismes qui s'appliquent aux établissements. Il va y avoir un régime transitoire. Grosso modo, on divise en deux les établissements de moins de 20 travailleurs et les établissements de plus de 20 travailleurs. Pour les établissements de moins de 20 travailleurs,
vous allez devoir, comme je le disais tantôt, là, le ministre voulait élargir les mécanismes de prévention. Donc, les établissements de moins de 20 travailleurs vont devoir consigner les dangers, les risques, dans l'objectif de les éliminer, évidemment. On va parler de désigner aussi un agent de liaison dans l'établissement. Encore là, l'agent de liaison va devoir collaborer avec l'employeur, mais il va aussi avoir des pouvoirs de, s'il détecte ou s'il identifie des dangers, l'employeur va devoir donner suite dans les 30 jours, sinon l'agent de liaison pourrait porter plainte à la CNESST pour que l'employeur effectue les corrections. Donc ça, c'est quand même un changement important pour les établissements. Pour les établissements de plus de 20 travailleurs, encore là, là, il va y avoir la mise en place d'un programme de prévention, d'un comité de santé-sécurité, désigner un représentant à la santé-sécurité. Donc ça va être grosso modo le régime transitoire. Encore là, tous les détails sont sur le site de la CNESST. Donc, évidemment, au plus tard dans 4 ans, pour les établissements, le règlement sur les mécanismes de prévention et les dispositions de la loi vont entrer en vigueur par décret, si vous voulez. Donc, ça va concerner le plan d'action pour les établissements de moins de 20 travailleurs et ensuite, pour les établissements de plus de 20, le programme de prévention. Encore là, qui va devoir tenir compte des risques psychosociaux et on va devoir tenir compte aussi de la hiérarchisation des moyens de prévention. Donc, toujours essayer d'éliminer le danger à la source. Puis, si on n'est pas capable, en bout de ligne, d'avoir des méthodes de travail, de la formation et finalement des équipements de protection individuelle, on va devoir, là, dans nos programmes de prévention, en tenir compte. Les représentants en santé-sécurité, le comité et l'agent de liaison, comme je vous parlais. Donc, il faut commencer à se préparer et, je le répète, mais d'autres webinaires vont suivre pour vous aider et vous informer sur les modalités. Dominique l'a dit tantôt, il y a encore beaucoup de nouveaux, puis c'est sûr qu'on va en savoir encore plus quand le règlement sur les mécanismes de prévention va être adopté. Je repasse la parole à mon collègue Dominique. Au niveau de la LATMP, au niveau de l'admissibilité, je ne voudrais pas décevoir personne, mais au niveau de l'admissibilité des accidents de travail, il n'y a rien de changé. Donc, les critères au niveau de la présomption d'accident de travail et la définition d'accident de travail demeurent inchangés malgré le fait qu'on aurait voulu y inclure certaines précisions. C'est davantage au niveau des maladies professionnelles que ça change au niveau de l'admissibilité des maladies professionnelles et des présomptions de maladies professionnelles. Encore là, un règlement sera constitué afin de définir quelles sont les maladies professionnelles admissibles et quels seront les critères d'admissibilité de chacune de ces maladies professionnelles-là. Donc, c'est un règlement. Il y aura un comité scientifique et un comité oncologique qui fera l'analyse et la révision périodique, justement, des maladies incluses et des critères d'admissibilité. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça permet de ne pas réouvrir la loi pour justement modifier les listes de maladies professionnelles. Donc, il y a des modifications au niveau de l'admissibilité des lésions de nature psychologique, par exemple des stress post-traumatiques ou des lésions psychiques qui sont davantage en lien avec le contexte de travail, harcèlement psychologique et compagnie. Certains cancers sont inclus dans la liste des maladies professionnelles. Il y a aussi le Parkinson et la maladie de Lyme. Donc, tel que mentionné, le règlement viendra encadrer les critères d'admissibilité de ces maladies professionnelles-là, va venir encadrer, il va y avoir des nouveaux critères d'admissibilité concernant les sourdités professionnelles, que ce soit le temps d'exposition, le niveau d'exposition au bruit, tout ce qui est les troubles musculo-squelettiques, on parle d'épicondylite, tendinite, capsulite, syndrome du tunnel carpien, syndrome de Raynaud. Tout ça, les critères d'admissibilité de ces maladies-là seront révisés sur une base périodique de temps en temps en lien avec l'évolution des connaissances scientifiques.
En ce qui concerne le retour au travail et le maintien du lien d'emploi, quand on parle de maintien du lien d'emploi, on fait davantage référence à l'assignation temporaire, ce qui est l'affectation d'un travailleur à un autre poste de travail, les travaux légers, donc qui est l'affectation du travailleur à son poste de travail, mais avec des restrictions fonctionnelles, par exemple des tâches qui ne rencontrent pas la condition physique du travailleur, et tout ce qui est retour progressif. La loi apporte certaines modifications. Ce qui ne change pas, c'est que pour qu'un travailleur puisse retourner au travail dans sa job régulière ou dans des fonctions modifiées, ça prendra toujours et encore l'autorisation du médecin du travailleur. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le choix du médecin et le choix de l'établissement de santé est toujours du ressort du travailleur. Donc, contrairement à la situation actuelle, je pense que la mise en vigueur de cette disposition-là aura lieu en octobre 2022, si je ne me trompe pas. Il faudra que l'autorisation de retour au travail soit faite sur un formulaire unique prescrit par la CNSST qui sera inclus dans un règlement à venir, encore une fois. Donc, on ne connaît pas la teneur de ce formulaire-là. Du moins, on sait, au niveau de l'intention, justement, du ministre, c'est que si, par exemple, le médecin refuse la réintégration du travailleur en milieu de travail, en période de rétablissement de sa blessure, le médecin devra élaborer quelles sont les restrictions fonctionnelles temporaire que l'assignation temporaire ultérieure devra respecter. Par exemple, le médecin refuse l'assignation temporaire et vous indique les restrictions fonctionnelles temporaires du travailleur. L'employeur pourra par la suite bonifier sa demande d'assignation temporaire et les réacheminer au médecin en tenant compte justement des restrictions qui sont émises par ce dernier. Donc, on a un certain gain à ce niveau-là. Ça va être relativement pratique que le médecin ait l'obligation de nous dire quelles sont les restrictions que le travailleur a d'un point de vue physique. Toutefois, on perd l'avantage parce que certains employeurs, certaines associations, mutuelles de prévention, on avait des formulaires d'assignation temporaire qu'on appelle de maison, c'est-à-dire personnalisés à notre organisation. Avec la loi 59, ça ne sera plus possible, justement, d'utiliser ces formulaires d'autorisation-là maison. Ce qui ne change pas aussi, considérant le fait que le travailleur, c'est lui qui choisit son médecin et son établissement de santé, c'est en cas de refus ou en cas d'autorisation de la part du médecin, le travailleur pourra toujours changer de médecin pour retourner en arrêt de travail, donc ce qu'on appelle le fameux phénomène du magasinage de médecins. Donc ça ne changera pas. Il n'y a pas de dispositions qui viennent alléger ou qui viennent modifier ce genre de phénomène-là. Donc, on en est là. Donc, l'autorisation du médecin retour au travail sur un formulaire prescrit. Si c'est refusé, le médecin établit les restrictions fonctionnelles pour qu'on puisse ultimement redemander l'autorisation du médecin de retourner au travail. Ce qui est inclus dans la loi, quand je mentionnais tout à l'heure qu'il y avait des pratiques de la CNSST qui sont maintenant prévues dans la loi, c'est la possibilité pour l'employeur de verser à 100% du salaire du travailleur s'il revient en assignation temporaire, ou de verser une partie du salaire et des avantages au niveau de la rémunération aux travailleurs. En cours de dossier, l'employeur pourra alterner ces choix-là. Et si l'employeur fait le choix de ne pas compenser à 100% des salaires et des avantages du travailleur, la CNSST va compenser le reste. Donc, c'est une nouvelle inclusion dans la loi 59 concernant le retour au travail et le maintien du lien d'emploi concernant le versement des salaires et des avantages. Concernant la procédure d'évaluation médicale, quand on parle de procédure d'évaluation médicale, on fait référence aux suivis médicaux et à la possibilité d'expertiser le travailleur par un médecin expert, soit mandaté par la CNSST ou pour l'employeur. De façon générale, la procédure d'évaluation médicale n'a pas changé. Toutefois, en ce qui concerne le bureau d'évaluation médicale, le bureau d'évaluation médicale aura désormais l'obligation de se prononcer sur la présence ou non d'une atteinte permanente et ou de limitation fonctionnelle et d'en détailler. Donc, quand on parle de consolidation, c'est soit le complet rétablissement d'une blessure ou l'atteinte d'un plateau thérapeutique à laquelle le médecin n'entrevoit plus d'amélioration physique et médicale. Donc, si on va au bureau d'évaluation médicale suite à une expertise d'un employeur et qu'il y a litige entre le médecin du travailleur et de l'employeur concernant la consolidation médicale du travailleur, le bureau d'évaluation médicale aura l'obligation de se prononcer sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. En outre, un membre du BEM devra être désigné dans un délai maximal de 90 à 120 jours
Toutefois, aucun délai n'est prescrit en ce qui concerne la convocation du travailleur. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le régime, on sait que la période d'évaluation du bureau d'évaluation médicale est vraiment très, très longue. Donc, un médecin sera désigné entre 90 et 120 jours. Toutefois, le travailleur pourra être convoqué 6, 7, 8 mois plus tard. Donc, ça n'améliorera pas vraiment beaucoup les délais en lien avec le bureau d'évaluation médicale. Et en plus, la loi 59 prévoit aussi que la CNSST devra transmettre au BEM l'intégralité de la copie de son dossier au moment de la demande du transfert du dossier au bureau d'évaluation médicale. Donc, on a certaines préoccupations à l'effet que le membre du BEM n'aura peut-être pas toute la constitution et la mise à jour du dossier que la CNSST lui a transmise au moment d'évaluation. Donc, ça ne viendra pas améliorer non plus ce genre de phénomène d'évaluation incomplète. Au niveau de l'imputation des coûts, je vais y aller quand même brièvement parce que je vous dirais que c'est le statu quo. On a décidé de vous en parler parce que les employeurs ont été très, très, très préoccupés parce que la mouture initiale du projet de loi 59 amenait des précisions, un encadrement et certaines suppressions de notions importantes en matière de partage d'imputation. Quand on parle de partage d'imputation, c'est par exemple de demander le transfert ou la désimputation des coûts en lien avec la faute d'un tiers responsable d'un accident de travail. Par exemple, les maladies intercurrentes. Donc, la loi enlevait initialement la notion d'être obéré injustement. Venait changer aussi l'article 329 concernant la condition ou le handicap préexistant. Et venait modifier, par exemple, l'article 327 sur les soins et traitements, l'aggravation d'une lésion en lien avec les soins et traitements. Donc, suite aux pressions patronales, et curieusement aussi de la part des travailleurs, le ministre a décidé que c'est le statu quo au niveau des partages d'imputation, ce qui est une excellente nouvelle. En fond, on nous a enlevé la chemise pour mieux nous la remettre par la suite. Il n'y a pas véritablement de bien. Mais il y avait vraiment beaucoup de préoccupations du fait que les modifications amenées pour les partages d'imputation amenaient un certain déséquilibre entre le financement et l'indemnisation des travailleurs. Donc, ce qu'il faut comprendre à la base, des articles concernant l'imputation des coûts, c'est qu'ils viennent rétablir une certaine forme d'injustice pour les employeurs d'avoir à supporter des coûts sur lesquels ils n'ont pas de contrôle. Donc, ça, on est revenu aux dispositions anciennes, au grand bonheur de la très grande majorité des gens. En ce qui concerne la réadaptation professionnelle avant consolidation, ce qu'il faut savoir, c'est que la CNSST intervient avec un programme individualisé de réadaptation uniquement à partir du moment que la lésion du travailleur est consolidée. Maintenant, la CNSST se donne le droit d'intervenir, puis elle le faisait déjà, mais là, maintenant, c'est inclus dans la loi, se donne le pouvoir d'intervenir en matière de réadaptation professionnelle avant même que la blessure soit rétablie ou que la blessure soit consolidée. Donc, elle peut intervenir pour une visite de poste, demander à un conseiller en orientation de discuter avec le travailleur sur les possibilités futures d'embauche dans un autre métier, l'exploration du marché du travail, comme je l'ai mentionné, visite de poste, un programme de développement de capacité physique. Donc, elle va pouvoir intervenir avant même que l'aspect médical du dossier soit closé, excusez-moi l'expression anglophone. L'autorisation du médecin, du travailleur, est encore nécessaire uniquement pour les mesures de réadaptation qui touchent l'aspect médical et l'aspect physique du travailleur. Par exemple, les services de recherche d'emploi, la CNSST n'aura pas besoin de l'avis du médecin du travailleur compte tenu du fait que ça n'a aucun impact sur sa condition physique. L'avantage de ces nouvelles mesures-là, c'est que la CNSST va pouvoir intervenir d'une façon beaucoup plus proactive, justement dans la réadaptation du travailleur d'un point de vue professionnel, afin d'éviter la chronisation des lésions. Donc, si on se fait à la littérature scientifique, plus un travailleur revient tôt dans un emploi, plus vite il guérit et plus de chances il y a de revenir dans son emploi prélésionnel, de l'emploi qu'il occupait avant de se blesser. Donc, c'est une bonne chose. Elle le faisait déjà, mais là, la loi vient l'instaurer d'une façon beaucoup plus formelle. L'inconvénient puis c'est peut-être un éditorial très personnel, là, mais l'inconvénient, c'est que la CNSST va intervenir avant même de connaître les limitations fonctionnelles permanentes du travailleur. Donc, une condition physique peut évoluer très favorablement dans le temps aussi, et j'ai la préoccupation, l'effet que les interventions précoces de la CNSST auprès de certains travailleurs viennent
donner l'idée aux travailleurs qu'il va être handicapé d'une façon permanente et aura à se réorienter d'une façon professionnelle. Donc, on va voir ce que ça va aller, mais auprès de certains travailleurs, de se faire dire après 2-3 mois d'arrêt de travail, bon, ben, on devrait envisager un nouvel emploi, mais ça vient stigmatiser son idée qu'il ne reviendra pas dans son emploi prévisionnel. Donc, il y a un effet un peu psychodynamique qui va être particulier à suivre dans ce genre d'intervention-là. Donc, je vais passer la parole à Mylène, puis elle va parler de la réadaptation professionnelle après la consolidation du travailleur. Merci beaucoup, Dominique. Donc, oui, effectivement, au niveau, on connaît tous la réadaptation une fois que la lésion est consolidée. C'était ce qui est la majorité du temps, ce qui est appliqué. En fait, pour les praticiens ou pour les pratiquants dans le domaine de la santé et sécurité, on connaît tous l'arrêt Caron qui est sorti il y a de cela quelques années. Donc, le ministre est venu codifier les enseignements de cet arrêt et est venu l'inclure directement dans la loi modernisant le régime de santé et sécurité. Ce sera cependant d'application d'ici 1 an, donc la date d'application de ces nouveautés-là sera à compter du 6 octobre 2022. Mais cependant, c'est important qu'on puisse vous le présenter. Le rôle de la CNSST sera beaucoup plus important au niveau du processus d'emploi convenable, de détermination d'emploi convenable. Est-ce que le travailleur peut reprendre son emploi? Et elle va faciliter la réintégration chez l'employeur en premier lieu. Et le tout devra être fait en collaboration avec le travailleur et l'employeur. Cependant, la CNSST est la seule qui a le pouvoir de déterminer si un accommodement était nécessaire pour permettre aux travailleurs de revenir à son emploi prélésionnel, donc l'emploi qu'il faisait au moment de la survenance de l'accident ou du développement de sa maladie, ou encore un autre emploi convenable ou équivalent dans l'entreprise de l'employeur. Donc, c'est des pouvoirs qui sont importants que la CNSST se voit attribuer. Elle devra chapeauter tout le processus et elle pourra également déterminer des mesures de réadaptation ou encore l'évaluation d'accommodement pour le poste telles que l'aménagement de tâches de travail, aménagement de l'horaire ou encore de l'organisation du travail. Donc, on rentre un peu dans la gestion de l'employeur, du droit de gérance de l'employeur au niveau de l'organisation du travail, au niveau de l'organisation de l'horaire. Et là, la CNSST pourra venir déterminer autrement pour permettre aux travailleurs de revenir à l'emploi. Donc, comme j'ai dit, la CNSST, c'est la seule qui pourrait déterminer un tel accommodement. Et l'employeur, pour pouvoir s'en défaire, devra prouver une contrainte excessive. C'est toujours la question que je me fais poser par mes clients. Qu'est-ce qu'une contrainte excessive? Ça peut être très large, c'est toujours du cas par cas et on devra évaluer est-ce que l'employeur qui est dans cette situation-là remplit les critères. Donc, une petite entreprise sera beaucoup plus dans une situation de contrainte excessive, beaucoup plus rapidement qu'une entreprise d'envergure avec plusieurs postes où des adaptations est beaucoup plus simple à apporter. Évidemment, la CNSST a maintenant également un pouvoir. C'est nouveau également dans la loi. Je répète, je ne veux pas faire peur à tout le monde, c'est à compter d'octobre 2022, je le répète, mais la CNSST pourra ordonner à l'employeur qui ne collabore pas ou encore qui refuse de réintégrer après la décision de dire, bien finalement, moi j'ai trouvé qu'il y avait un poste d'emploi convenable dans ton entreprise, tu dois ramener ton travailleur. Si l'employeur le refuse, il y a la nouveauté d'une sanction administrative pécuniaire qui pourrait être imposée à l'employeur qui a fait défaut dans le cheminement. La sanction, le montant de la sanction peut atteindre, donc c'est un maximum, peut atteindre un maximum d'1 année d'indemnité de remplacement de revenus qui serait versée aux travailleurs. Cette sanction punitive-là serait versée au Fonds de santé et sécurité. Donc, c'est quand même important. Ce sera à suivre la mise en application d'une telle sanction pour les employeurs non collaborateurs ou encore qui refusent de réintégrer.
La deuxième modification importante, une dernière modification importante qu'on tenait à vous présenter aujourd'hui concerne les contestations, le régime de contestation. Donc, petite nouveauté qui, celle-ci, viendra en vigueur à compter d'avril 2023. Donc, on est d'avance, mais ce sera quand même de nouveauté. La contestation auprès de la révision administrative de la décision de la révision administrative vers le tribunal administratif du travail sera de 60 jours. Alors qu'actuellement, et ce jusqu'en avril 2023, il est de 45 jours. Donc, un petit délai supplémentaire qui sera attribué autant à l'employeur qu'au travailleur pour contester une décision. C'est un léger gain. 45 jours, c'était relativement court. Et devant les autres tribunaux administratifs, on voit souvent 60 jours. Donc, c'est pas complètement différent. Cependant, la révision administrative existera toujours, donc il sera toujours possible de contester en premier lieu auprès de la révision administrative. Cependant, si celle-ci n'a pas rendu son jugement dans les 90 jours de la contestation, le travailleur ou l'employeur pourra se virer tout de suite devant le tribunal et passer outre la révision administrative. Une autre nouveauté qui sera en vigueur en avril 2023 sera la possibilité de contester directement au tribunal administratif du travail sans passer par le processus de la révision administrative dans les cas spécifiques où la contestation touche l'aspect médical du dossier. Donc, faisant suite à une décision du bureau d'évaluation médicale ou d'un avis d'un comité pulmonaire. Donc, on touche l'aspect médical et également une décision en matière de financement. Donc, tout ce qui est imputation des coûts qui serait contesté pourrait passer directement auprès du tribunal sans passer par la révision administrative. Ce sont des décisions d'habitude qui ne sont pas révisées au niveau de la révision administrative ou encore au niveau du BEM, du bureau d'évaluation médicale. La révision administrative ne peut même pas changer les conclusions. Donc, c'est un petit peu inutile à cet effet-là. Donc, on pourra passer go immédiatement et aller au tribunal administratif du travail. Donc, on est dans notre temps relativement flush, mais vous avez pu constater que on y est allé réellement, simplement en surface. Je tiens à répéter ce que mes collègues ont mentionné au cours de la prochaine année, et ce jusqu'en 2023 facilement. On va vous tenir informé des changements, de l'application, des nouveaux règlements quand nous-mêmes, on en saura plus. Donc, il y aura la possibilité d'avoir des publications écrites, mais également de nouveaux webinaires. Donc, je vous invite à rester à l'affût. On va débuter la période de questions maintenant. Il y en a déjà de publiés, donc on va pouvoir les poser. C'est toujours également ouvert, donc si vous en avez d'autres qui doivent s'ajouter, n'hésitez pas. Avant de conclure, je vous répète tout de suite, si vous voulez le prendre en note, notre courriel. Vous pouvez toujours écrire à service-SST @apchq.com pour nous transmettre des questions qui sont plus spécifiques ou après coup, vous pensez à autre chose. N'hésitez pas. Également, nous contacter au 514-353-9960. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous assister. Donc, pendant la présentation, mes collègues m'ont chatté, ils m'ont dit « Tu peux-tu, Mylène, orchestrer les questions? » Donc, c'est ce que je vais faire. Et la première question d'une de nos participantes est « Est-ce que la notion de représentant, donc ça s'adresse à toi, Stéphane, au niveau de la prévention, est-ce que la notion de représentant s'applique aux chantiers CCQ et hors CCQ? Donc, décret, pas décret. Est-ce qu'il y a une distinction qu'on doit faire? Non, parce que la loi sur la santé et sécurité au travail ne fait pas de distinction entre un chantier CCQ ou pas CCQ. La définition d'un chantier de construction est dans la loi en santé et sécurité au travail. Donc, si les travaux que vous faites correspondent à la définition d'un chantier de construction et qu'à partir de janvier 2023, le chantier occupe simultanément 10 travailleurs et plus, il va devoir y avoir la désignation d'un représentant en santé et sécurité à temps partiel. À temps partiel. Ouais. Justement, ça répond un peu à la deuxième question qui nous était posée. Est-ce que c'est 10 travailleurs en tout temps ou est-ce que ça peut compter à un moment X donné du chantier? On atteint 10, mais le reste du temps, on est toujours moins. Donc, une journée, on est 10
puis le reste du temps, on est toujours en bas de 10 travailleurs. Est-ce qu'on rentre dans cette définition-là? Actuellement, là, de la façon qu'on le comprend, puis on va voir avec la mise en place, la mise en vigueur du règlement, c'est au moment où il y a 10 travailleurs et plus. Donc, dès qu'on sait qu'il va y avoir 10 travailleurs, on désigne un représentant, mais le représentant entre en fonction lorsqu'il y a 10 travailleurs et plus sur le chantier. Si je n'ai pas 10 travailleurs sur le chantier, ben là, je ne suis pas obligé d'avoir un représentant qui exerce, exemple, là, 1 heure par jour, son rôle de représentant de la santé et sécurité. Si là, on n'est pas 10, on n'a pas de besoin encore. OK. Donc, il ne viendrait pas en application. Si on le sait qu'on sera juste 10 dans un mois, ben, on peut commencer, mais encore là. On va avoir des défis. On va avoir des défis. Et ça, je ne voulais pas rentrer trop dans le détail du représentant parce qu'on va avoir des défis d'application. On sait comment, vous savez comment se déroule un chantier de construction. C'est une séquence d'étapes de travailleurs différents. Comment on va le vivre? Ben, on va apprendre tout le monde ensemble à vivre avec ce mécanisme-là. Donc, comment on va l'appliquer. Mais ça va être difficile de nommer quelqu'un au départ si on sait que dans un mois, on va être 10, parce que probablement que les travailleurs du début qui sont là, ils ne seront plus là à ce moment-là. Je pense que dans la réalité, il va falloir l'identifier, il va falloir le désigner le plus proche du moment où on va atteindre le nombre de 10. Parfait. Au niveau programme de prévention spécifique pour tous les chantiers ou seulement pour les chantiers de 10 travailleurs et plus? Le programme de prévention spécifique au chantier s'applique pour les chantiers de 10 travailleurs et plus. C'est ce qui est prévu dans la loi. C'est ce qui est déjà en vigueur, à moins d'être membre d'une mutuelle de prévention. Si vous êtes membre d'une mutuelle de prévention, bien, d'office, vous devez avoir, peu importe le nombre de travailleurs, un programme de prévention. Et même si un maître d'œuvre vous demande d'avoir un programme de prévention, bien, vous devez mettre en application un programme de prévention. OK. Une autre question, c'est quoi la différence entre un chantier de construction et un établissement? Et par la suite, on demande est-ce qu'un établissement, c'est une place d'affaires? Donc, il faut se rapporter aux définitions de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Mylène, je pense que oui, je l'avais préparé, moi. Donc, la définition d'un chantier de construction, c'est un lieu où s'effectuent des travaux d'entretien, fondation, érection, de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil. Là. Oui. Ça s'appelle à ma mémoire. Oui. Donc, ça, c'est un chantier. Donc, c'est très encadré, ça dit voici, et on applique, exemple, le code sur la sécurité pour les travaux de construction. Un établissement, bien, pensez à tous les autres établissements que vous avez, une usine, un restaurant, une épicerie, une résidence de personnes âgées, peu importe, un garage. Donc là, ce n'est pas un endroit où s'effectuent des travaux de construction, des ouvrages de génie civil, c'est les autres établissements. Donc là, c'est la différence entre les deux. Si je suis sur un chantier, bien, ça va être les mécanismes de prévention propres au chantier de construction. Et si j'ai un établissement, bien là, j'applique les mécanismes propres aux établissements avec soit le code d'un côté ou le règlement santé-sécurité, par exemple, de l'autre. Dans le cas où est-ce qu'on ferait de la construction à l'intérieur d'un établissement, mais qu'on touche justement la fondation, l'érection ou quoi que ce soit à l'intérieur d'un établissement, donc ce serait l'application d'un chantier de construction. Pour l'employeur qui est en charge des travaux, ce sera là, au chantier, même si on est dans un établissement. Bien, souvent les deux peuvent se côtoyer. Parce que je peux circonscrire mon chantier de construction où s'effectuent les travaux, et ça, c'est un chantier de construction. Et à l'extérieur, bien, il y a l'établissement qui continue de fonctionner. Donc, il peut y avoir la cohabitation des deux. Donc, ça dépend. Puis, on a des membres, exemple, qui ont une usine de fabrication de portes et fenêtres ou qui ont leur usine, qui est un établissement. Puis, ils ont des travailleurs qui vont intervenir pour faire l'installation, par exemple, sur des chantiers de construction. On a beaucoup de membres qui peuvent avoir les deux. OK. Actuellement, nous avons un programme de prévention spécifique au métier de l'entreprise à nos chantiers de construction. Qu'est-ce qui sera différent en 2023? Les risques psychosociaux et quoi d'autre? Bien, grosso modo, je vous dirais pas grand-chose. Dans le sens que vous devez continuer
par corps de métier d'identifier les risques, identifier les dangers qui amènent les risques qu'on doit essayer d'éliminer. Quand on ne peut pas les éliminer, je le répète, on les gère, ces risques-là. C'est surtout la notion des risques psychosociaux là, qui font leur apparition, reliés à la charge de travail, le support qui est donné aux travailleurs pour prévenir là, les risques. Mais encore là, on va organiser des formations sur les risques psychosociaux dans la prochaine année. Et aussi, on va vous aider parce que, comme je l'ai dit tantôt, mais comme membre de l'APCHQ, vous avez accès gratuitement à des programmes de prévention pour différents corps de métier ou pour différents établissements. Donc, j'ai une équipe, une super équipe avec moi qui va continuer de mettre à jour les programmes de prévention pour tenir compte de l'évolution de la réglementation. Puis, comme on dit, c'est relativement, c'est nouveau. Donc, c'est sûr qu'on va s'adapter puis on va mettre à jour les programmes pour vous aider puis vous supporter là-dedans. Est-ce que dans la construction, les employés doivent effectuer une visite, j'imagine qu'il y a un petit mot qui manque, là, doivent effectuer une visite médicale annuelle ou autre pour vérifier s'ils sont toujours aptes à leur travail? Peut-être, Dominique? Je peux répondre en fonction de ce que je connais. Il n'y a rien dans la loi 59 qui oblige les travailleurs à effectuer une visite médicale d'ordre préventif pour valider la capacité de travail. Toutefois, l'employeur peut toujours effectuer, par exemple, lors de l'embauche d'un nouveau travailleur, peut toujours effectuer ce qu'on appelle les fameux examens pré-embauche. Donc, ça existe toujours. C'est toujours un droit de gérance de la part de l'employeur. J'imagine, dans certaines circonstances, un employeur peut faire valider la capacité d'un travailleur à effectuer son travail suite à un retour ou en cours d'invalidité personnelle. Donc, le médecin autorise le retour au travail. Donc, l'employeur pourrait valider la capacité du travailleur à effectuer son travail, compte tenu du fait que dans le secteur de la construction, les tâches, les métiers sont quand même très physiques. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire un check-up à ce niveau-là. Mais il n'y a pas d'obligation. Le travailleur qui se sent en bonne santé et compagnie, qui n'a pas d'invalidité ou de dossier de CNESST, n'a pas l'obligation d'aller voir son médecin et de dire « bon, je suis en mesure d'effectuer l'emploi de monteur de structure d'acier ». La réponse, c'est non. Puis j'ajouterais que l'employeur ne peut pas forcer non plus un travailleur sans raison valable. Tu as fait référence justement à une invalidité personnelle où le travailleur était réellement incapable pendant un certain moment d'effectuer son travail. Donc, l'employeur veut s'assurer que maintenant, il soit capable de revenir. Mais en cours de route, l'employeur ne pourrait pas dire « oh, j'ai des doutes finalement » ou un petit check-up me rassurerait, vas-y. Ça, évidemment, ce n'est pas possible, permis. Le travailleur très bien le droit de refuser là, de s'y soumettre. Certains emplois, cependant, vont demander des tests d'aptitude. Je pense aux tests visuels lorsqu'on conduit de la machinerie à un certain âge, puis ça, c'est réglementé par la SAC notamment, là, pour continuer d'avoir des cartes de compétences. Il y aura des tests visuels qui pourraient être demandés. Je pense j'avais eu un cas d'un grutier, justement, où est-ce que là, c'était réellement spécifique à son emploi et que le travailleur devait maintenir la preuve d'une bonne vision. Mais sinon, non, il n'y a rien, effectivement. Le représentant et le coordonnateur peuvent-ils être la même personne? Non. Pourquoi? Parce que le coordonnateur santé-sécurité, c'est un représentant de l'employeur, alors que le représentant santé-sécurité est un représentant des travailleurs. L'idée, c'est de favoriser le paritarisme, évidemment. On est toujours dans un régime paritaire, puis on veut qu'il y ait autant la participation des travailleurs et de l'employeur, puis qu'ils collaborent ensemble en vue de prévenir les accidents. Donc, non, ça ne peut pas être la même personne parce que c'est représentant de l'employeur, représentant des travailleurs. Parfait. Je pense que ça faisait le tour. On est vraiment chronométrés, les gars, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions qui rentrent présentement dans le clavardage. Donc, il y en a certains qui ont demandé si la diffusion du webinaire serait possible à la réécoute en fait. Donc oui, vous allez recevoir un courriel dans les prochains jours qui va contenir le lien de notre rencontre aujourd'hui et vous pourrez réécouter là, les parties qui vous intéressent le plus et poser vos questions. Je vous répète de transmettre vos questions
par courriel à service-SST en commercial apchq.com ou encore de nous appeler au 514-353-9960. Notre équipe en santé et sécurité au travail va se faire un plaisir de vous répondre. Excusez-moi, il y avait une autre petite question qui est rentrée. On peut peut-être terminer, on a encore 2-3 minutes. Ah oui. Si nous voulons embaucher un employé, mais que nous savons qu'il y a plusieurs problématiques physiques telles que hanches artificielles, commotions nombreuses et autres, est-ce que nous pouvons nous protéger? Ça revient peut-être avec la question qu'on vient de répondre. Là, Dominique, tu veux y aller? Ben, je peux commencer et tu peux modifier le cas échéant. Donc oui, l'idéal, c'est d'avoir un formulaire pré-embauche qui pose certaines questions sur si le travailleur, par exemple, a des restrictions, des limitations fonctionnelles permanentes connues. Donc, si jamais le travailleur indique oui, vous auriez un justificatif d'aller faire un examen pré-embauche pour valider l'adéquation entre la condition physique et cognitive du travailleur à effectuer l'emploi pour lequel il postule. Donc, ça peut être une certaine forme de protection, mais il faut vraiment avoir un avis médical pour refuser un travailleur tout simplement pour cet aspect-là. Et je vous dirais que la simple impression que le travailleur ou la simple impression que le travailleur a des antécédents ou ne peut pas faire le travail n'est pas un justificatif pour ne pas l'embaucher. Donc, un examen pré-embauche peut vous permettre d'avoir une opinion médicale objective sur la capacité réelle du travailleur et à cet égard-là, ça constitue une certaine forme de protection. Mais est-ce que ça l'empêche un travailleur de se blesser? La réponse, c'est non. Toutefois, vous réduisez le risque qu'un travailleur se blesse compte tenu d'une condition médicale personnelle et antérieure à l'embauche à votre emploi. J'ajouterais simplement, Dominique, puis tu l'as mentionné, c'est une condition objective en lien avec les tâches et le poste pour lequel il postule. Donc, un emploi physique, je prends charpentier, menuisier, il devra être expliqué au travailleur lors de l'embauche, lors de la rencontre. Voici les tâches que tu serais appelé à faire, donc manipulation de poids. Si on a les données des poids en règle générale, serait même préférable. Tu devras peut-être travailler à genoux, en hauteur, et vraiment d'encadrer le travailleur. Ça peut être une limitation qui ne touche aucunement le poste de charpentier-menuisier et le travailleur serait en droit de vous répondre qu'il n'a pas de limitation à effectuer ce que vous lui demandez au moment de l'embauche. Parce que vous lui avez expliqué, c'est ce qu'on s'attendrait de toi et je peux les faire. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on pose les questions. Elles doivent être spécifiques à l'emploi qu'on propose aux travailleurs pour ne pas brimer la vie privée et du travailleur. Cependant, oui, donc poser les questions, de le savoir. Les travailleurs sont habituellement très honnêtes là, et répondent à de telles questions parce que justement, ils veulent protéger leur propre santé et sécurité. Et sinon, une évaluation, le pré-embauche serait également possible pour faire confirmer par un médecin que le travailleur est en mesure de faire l'emploi demandé. Et on a laissé du temps. Il y a d'autres questions qui rentrent. Je peux lui faire passer un test pré-embauche par un médecin, mais est-ce que la CNSST le prendra en compte s'il se blesse et que ce n'est clairement pas la faute du travail effectué? Est-ce que nous aurons une prime à payer quand même? Bien, en fait, si vous avez une documentation, une opinion médicale objective suite à un examen pré-embauche, et que, par exemple, la condition personnelle vient influencer justement la période de consolidation de l'adhésion, oui, ça aura un effet sur vos cotisations puisque la CNSST risque de l'indemniser pareil. Toutefois, vous serez en mesure d'effectuer une demande de partage d'imputation en vertu de l'article 329 ou autre. Donc, oui, c'est possible. Il faut comprendre que le régime de la santé, le régime de la LATMP, de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, c'est un régime sans égard à la faute. Donc, si le tout a été bien fait, on l'a fait évaluer pré-embauche, le médecin nous a déclaré qu'il serait quand même capable de faire ses tâches et que survient un accident. La définition même d'un accident est un événement imprévu et soudain, donc le travailleur ne peut pas être pénalisé. On se questionnera, est-ce que la condition du travailleur est venue influencer la survenance ou le développement de la maladie, par exemple? Et là, ça se jouera au niveau de l'imputation et du financement, mais non au niveau du droit du travailleur d'être indemnisé pour sa lésion.
Je rajouterais aussi, je lis la question, c'est marqué tenant compte, s'il se blesse, que ce n'est clairement pas la faute du travail effectué, mais à partir de ce moment-là, il y a du travail à faire au niveau de l'analyse d'admissibilité. Est-ce que c'est un accident de travail, une maladie professionnelle ou autre? Je pense que c'est l'exercice d'analyse qu'il faut faire avant même de songer au partage d'imputation. Qui fait le tour maintenant pour de vrai. Donc, encore une fois, merci à vous d'avoir été présents quand même en très grand nombre pour la rencontre d'aujourd'hui. Restez à l'affût et on va continuer à vous informer comme il se doit au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.